Merci de choisir les programmes de Bénin Business 24. Bienvenue au 19h45. Elle est célébrée chaque année depuis février de l'an 2000 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Ce 21 février, les langues maternelles sont à l'honneur. Et si les sociétés multilingues et multiculturelles existent à travers leurs langues qui transmettent et préservent les savoirs, quelle est alors la place du développement à travers la promotion des langues maternelles? On en parle avec notre invité. Et pour finir, on ira à la découverte du plus vieux désert du monde, le désert du Namib en Namibie. Le spectacle vu du ciel, vous le verrez, est d'une beauté captivante. Merci donc pour votre fidélité. Ce 21 février, on célèbre la Journée internationale de la langue maternelle. Instaurée par l'UNESCO, cette journée vise à promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. D'autant d'ailleurs qu'une société équitable ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les circonstances de la vie. Daniel Josué Sosa pour plus de détails. Première langue qu'un enfant apprend dès sa naissance, la langue maternelle est une force pour le développement durable, avec ses implications sur la construction de l'identité, de l'intégration sociale et surtout de l'éducation de l'enfant. Elle est très importante pour les différents peuples et pour toute la planète Terre. La langue maternelle, par extension, comprise comme la première langue que l'enfant maîtrise, que l'enfant apprend. Parce qu'un enfant qui est né doit apprendre. Il doit apprendre à être homme. Et il doit apprendre aux côtés de ses parents, aux côtés de la culture, aux côtés des membres de sa famille. Et la langue que ces membres ou ces différentes personnes maîtrisent, c'est la langue maternelle de l'enfant. Donc, c'est dans cette langue-là qu'il apprend à être homme, à connaître les bonnes manières de faire, et c'est ça qui fait évoluer la société. Du fait des processus de la mondialisation, les langues maternelles se trouvent désormais de plus en plus menacées. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public. Moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Célébrer et promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme est alors le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour un développement durable à travers la mise en application des recherches scientifiques sur la langue. La langue que les membres de la société maîtrisent, plus c'est leur langue maternelle. On peut à tout moment promouvoir nos langues aux côtés de la langue de l'autre qui est le français. Donc, négliger cette langue-là qui est parlée par la population, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont là à traîner. Dire que la langue fait évoluer la société, c'est vrai. Il faut nécessairement que les sciences et les recherches scientifiques soient mises en application par la population pour qu'on puisse parler de développement. Les langues maternelles sont des alliés précieuses pour l'atteinte d'une éducation de qualité pour tous. Et vous le savez, sans aucun doute, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont comme langue nationale, langue officielle, l'anglais, le français, l'espagnol ou encore le portugais. Et cela au détriment des langues maternelles qui, pour la plupart, ne sont ni enseignées dans le système éducatif formel, ni utilisées dans l'administration. Ce qui pose d'ailleurs un réel danger d'extinction de ces langues. On installe notre invité pour en parler. Et sur ce plateau avec moi, Dr Charles Ligan, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes maître assistant en linguistique africaine descriptive et terminologie. Pour commencer, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut comprendre par langue maternelle? La langue maternelle, comme l'a commencé par dire mon collègue Marcel Folly tout à l'heure, c'est la langue de première socialisation. C'est la langue dans laquelle l'enfant
a, dès sa prime enfance, conceptualisé le monde. C'est la langue qui a bercé l'enfance. C'est la langue dans laquelle l'enfant a appris à prendre conscience de sa vie, de son être et de son environnement. C'est la langue de première socialisation, comme nous l'appelons. C'est la langue première, en réalité. Et cette langue, il ne faut pas qu'on se leurre. Cette langue peut être une langue patrimoniale, c'est-à-dire une langue de papa ou de maman, mais ça peut être également une langue exogène. Une langue qui n'est pas du tout la langue de papa ni la langue de maman. Ah, d'accord. Voilà. Ok, donc autrement dit, la langue française peut être une langue maternelle. Absolument. La langue française peut être la langue maternelle de certaines personnes et il en est ainsi. Seulement, ce que nous déplorons, c'est que lorsque vous êtes né au Bénin, vous êtes béninois de père et de mère et que vous devez transmettre le français comme première langue à votre enfant, c'est un peu déplorable. Alors justement, on peut le concevoir, ou plutôt on peut le constater aujourd'hui, que de nombreux parents, soucieux de créer un environnement propice à l'éducation de leur enfant, leur donnent comme première langue le français. Alors à cette allure-là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'ici quelques années? Vous avez dit un environnement propice, c'est une façon de voir, mais ce n'est pas exactement cela. Parce que moi, je n'ai jamais parlé le français avant d'accéder à l'école. Non. Pourtant, je m'exprime en français quand vous m'entendez, je m'exprime en français, vous me comprenez. La langue maternelle, c'est une langue acquise, elle n'est pas apprise. Ça, c'est un rectificatif que je voudrais apporter à certains propos. La langue maternelle est acquise. C'est une acquisition naturelle. L'enfant ne va pas s'asseoir dans une salle de classe pour apprendre. C'est une acquisition naturelle. On apprend une langue lorsqu'on va s'asseoir et lorsqu'on va dans des conditions d'apprentissage où il y a un maître qui vous dit voilà comment il faut dire, voilà l'alphabet, voilà la grammaire, voilà l'orthographe, etc., etc. Et là, vous apprenez. Mais les langues maternelles ne sont pas des langues apprises, mais ce sont des langues acquises. Ce qui pose problème chez nous, c'est que lorsque beaucoup de parents sont dans ce mimétisme linguistique qui consiste à donner en griffe cet élan à leurs enfants dès la prime enfance à la maison avant de les amener à l'école, soit disant que lorsqu'ils parlent bien français à la maison, ça leur ouvre une certaine facilité, ça leur offre une certaine facilité d'acquisition du savoir à l'école. C'est totalement faux. Parce que les enfants, ils sont très doués, ce sont des génies. Et ils sont capables d'apprendre autant de langues que possible dans un laps de temps. Leurs cerveaux sont adaptés à cela. Mais ce sont nous, les parents, qui pensons que lorsque l'enfant parle bien français à la maison, ça va lui être facile. Non, c'est pas du tout le cas. C'est forcément la faute aux parents quand on sait qu'on a un système éducatif uniquement basé sur le français. On ne fait pas la promotion de nos langues maternelles. C'est bien cela. Et je dis, c'est une question de volonté politique. Lorsque nous étions sous la révolution marxiste-léniniste dans ce pays, où l'enfant qui vient à l'école pour la première fois est accueilli par la maîtresse ou le maître de l'école maternelle dans sa langue maternelle, il n'y avait aucun souci à ce moment-là. On parlait de César, centre d'éveil et de stimulation de l'enfance. Et les enfants de cette époque-là, on sait ce qu'ils sont devenus après, quand bien même ils n'avaient jamais parlé le français à la maison. Ils ont été accueillis dans leur langue maternelle à l'école avant de commencer plus tard par apprendre le français, et tout doucement. C'est tout un processus. Mais lorsque aujourd'hui nous violentons nos enfants, nous les brutalisons, lorsqu'ils viennent à l'école et que la maîtresse ou le maître doit commencer par lui donner le savoir dans une langue qui est totalement étrangère à cet enfant, qui est totalement étrangère à son milieu et à son vécu, il va de soi que des chocs psychologiques, cognitifs puissent être mis en branle dans son cerveau. Et à partir de ce moment déjà, nous sommes en train d'ouvrir la voie tout doucement à des crétins. À des crétins. Ah oui, bien sûr. Parce que l'enfant qui commence par apprendre dans sa langue maternelle, vous voyez, c'est une continuité naturelle entre la maison et l'école. Il acquiert dans la plus grande banalité le savoir. Il n'a pas d'effort à faire. Et ça devrait être le cas. Ça devait être le cas parce que, n'oubliez pas, dans le processus de pédagogique, entre l'enseignant et l'apprenant, c'est une communication horizontale qui devait faciliter donc l'acquisition des compétences, des savoirs et la transmission aussi des compétences entre l'enfant et l'enseignant. Mais
tel que ça se fait, c'est une communication verticale où l'enseignant, c'est lui qui est le détenteur de savoir, il doit faire tomber des éléments sur l'enfant. Qu'est-ce qui explique les échecs répétitifs aujourd'hui en matière d'introduction des langues maternelles dans le système éducatif? On a encore quelques 30 secondes. Oui, les échecs que nous connaissons ne sont dus qu'à la volonté politique, parce que tout récemment, lorsque nous avons commencé par expérimenter cette introduction des langues dans le système éducatif formel, en 2013-2014 avec 6 langues, puis en 2014-2015 avec 4 autres langues, conformément donc à certaines dispositions antérieures, il aurait fallu que ce soit des sachants, que ce soit des spécialistes du domaine qui accompagnent le processus. Mais moi, en tant que concepteur de manuel, j'ai constaté que ce n'était pas toujours des spécialistes qui étaient sollicités. Un alphabétiseur n'est pas un formateur de formateur, ce n'est pas possible. Un alphabétiseur n'est pas linguiste, il ne peut pas prendre la place d'un linguiste. Ce n'est pas possible. Et pour faire ce travail, ce genre de travail, non seulement qu'il faut avoir les acquisitions pédagogiques et les compétences qu'il faut, mais il faut également avoir la facilité donc de les transmettre. Il faut avoir la maîtrise de la langue en question. Et là, autrement dit, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et il y a eu beaucoup de cafouillages comme ça parce que les gens, non seulement que les instituteurs n'étaient pas motivés, et ils n'étaient pas motivés, non seulement ça, mais il n'y avait pas de terminologie adaptée parce que on n'avait pas toujours associé les linguistes pour faire ce travail. En tout cas, des linguistes terminologues pour faire ce travail. Eh bien, on rassemblait des gens qui pourraient faire quelque chose pour gagner des pécules. Ce n'était pas le cas. Voilà, ce n'était pas ça ce qu'il fallait faire. Donc, il y avait une sorte de structuration un peu biaisée qui entourait donc l'introduction des langues dans le système éducatif formel. Parce que ça devait marcher. Pourquoi? Parce que c'était seulement 30 écoles qui étaient choisies. Oui, tout à fait. Dans des zones d'homogénéité linguistique. Donc des zones où il ne devait pas avoir problème. Quand on forme l'enseignant aujourd'hui pour aller enseigner dans une classe expérimentale, demain on l'enlève pour l'amener dans une classe qui n'est pas expérimentale. Merci et ainsi à vous, de suite. Docteur. Je crois qu'on va, il y a beaucoup de choses qui entourent ça. On peut en parler. Un peu plus large pour en parler. Merci, Docteur Charles Ligan. Merci vous beaucoup, êtes maître assistant en linguistique africaine, descriptive et terminologie. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est moi. Et depuis 1990, un événement a lieu chaque 21 février. C'est la Journée internationale des guides touristiques. Ces professionnels qui sont reconnus pour prendre en charge une personne ou un groupe de personnes dans le cadre d'une visite à thème dans un lieu défini. Ils sont chargés de fournir différentes informations sur les aspects historiques, artistiques, culturels, architecturaux et gastronomiques d'une région, d'une ville, d'un monument ou d'un site touristique. Malheureusement, malgré l'essor du tourisme devenu l'un des secteurs économiques les plus importants dans de nombreux pays, l'activité de guide touristique souffre actuellement de l'énorme diminution de touristes en raison de la pandémie de la Covid-19. Les Namibiens l'appellent la mer de sable. Le désert du Namib est né il y a plus de 55 millions d'années. Ces paysages ont été façonnés par les siècles et le climat aride qui y règne. Ces dunes parfois hautes de plus de 300 mètres figurent parmi les plus élevées du monde. Un lieu époustouflant à découvrir dans ce reportage de nos confrères de France 24. Le soleil est en train de se lever au milieu du désert du Namib. Une équipe s'active autour d'une immense toile de nylon. Il s'agit en fait des employés d'une agence spécialisée qui depuis 10 ans organise des survols du désert en montgolfière. Ce matin-là, tous les clients sont namibiens, venus à la découverte de ce joyau de leur propre pays. On se rend compte à quel point notre pays est beau. C'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer avant de monter ici. Le désert s'étend sur 1500 km. C'est lui qui a donné son nom au pays, la Namibie. Quelques centaines de mètres plus loin, le décor change complètement. Ici, le désert prend du relief. D'immenses dunes de sable millénaires façonnent un paysage à couper le souffle. À l'ouest, les dunes tombent directement dans l'océan Atlantique. Cet endroit, c'est le terrain de jeu de Ben Brinard, au volant de son 4x4.
Regarde comme c'est beau. Il est un des rares guides autorisés à circuler ici. Écoutez le vrombissement des dunes. C'est comme une avalanche. Il connaît le sable. Il sait lire le désert et se déplace en fonction du vent. Sans ces connaissances, ces dunes pourraient devenir un piège mortel. Depuis 12 ans, Ben emmène les touristes dans le désert, sans jamais se lasser. Le décor de mon bureau se transforme tous les jours à cause du vent. Il déplace les dunes chaque jour. On ne peut pas se lasser d'un tel endroit. Le désert, il y a ceux qui le visitent et ceux qui y vivent, depuis toujours. En Namibie, il y a une tribu appelée les Topnar. Autrefois, ils étaient nomades, mais depuis 200 ans, ils se sont installés ici, dans le lit d'une rivière asséchée. Roydon a 56 ans. Il fait partie des 3000 derniers membres de la tribu. Cette maison, c'est la façon dont nos ancêtres vivaient avant. C'est une hutte traditionnelle. Roydon et sa famille ont eux construit une maison un peu moins spartiate, à partir de matériaux de récupération en tout genre. Ils n'ont pas l'eau courante, bien sûr, mais un peu plus de confort. Ici, vous oubliez tout. La vie de la ville, la vie rapide. Tout est lent ici. Vous ne vous souciez de rien. Vous l'aimez, ce désert ? J'aime mon désert. Il faut dire que la nature a pris son temps pour sculpter ces paysages uniques au monde. Le désert du Namib serait le plus vieux désert de la planète selon les scientifiques. Il aurait au moins 55 millions d'années. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, il n'est pas rare de voir sur les bras, les épaules, dans le dos, même sur le ventre, pourquoi pas même sur les fesses, des tatouages. Que ce soit des enfants, des jeunes et même des adultes le font. Vous, seriez-vous prêt à voir votre enfant se faire tatouer? Seriez-vous prêt à voir